Si je fais un parallèle avec le dôme de fer que tout le monde connaît, Israël a mis en place un dôme digital, en fait. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Ayash. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bokartov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais en titre, il y a eu une nouvelle attaque, une cyberattaque contre une société israélienne et qui fait suite à celle qui avait, on va dire, paralysé en partie la société d'assurance, la compagnie d'assurance Shearbit. C'était il y a quelques semaines, si je ne m'abuse, peut-être un petit peu plus. Et à nouveau, on assiste, on essaye de comprendre ce qui se passe au moment de ces attaques. On parle de négociations entre la société qui a été hackée et les hackers eux-mêmes. On parle de tractation, de rançon. Alors, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez comment tout cela se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsque une société est piratée donc par une cyberattaque? Ok, alors en fait, c'est souvent assez simple. Des hackers utilisent en fait des portes dérobées ou des endroits sur lesquels en fait l'entreprise n'est pas protégée. Je vous donne un exemple si je fais un parallèle dans une maison. Imaginez, vous avez une maison, vous avez mis une porte, des fenêtres, une alarme, des caméras, des chiens, et en fonction de ça, ben, c'est plus ou moins compliqué de pénétrer, de cambrioler votre maison. D'accord. Mhm. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, c'est en fonction des protections que vous allez mettre. Alors, les hackers, comme les cambrioleurs, en fait, vont là où c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est bien protégée, bon, ben, on va aller à côté parce que, voilà, à moins de vouloir vraiment pénétrer cette société en particulier. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que comment cette entreprise KLS s'est fait hacker, manifestement avec un ransomware. Donc c'est comment dire un logiciel qui est rentré soit généralement par un email. Donc on envoie un email à un des employés. Cet employé clique sur l'email, lit son document et active sans le vouloir en fait un logiciel qui va faire des dégâts télécommandés. Donc en l'occurrence là, ça va être extraire des informations, donc les sortir de l'entreprise, crypter les données de l'entreprise et va demander en fait une rançon à l'entreprise. Et pour être certain que comment dire, on a affaire aux bonnes personnes, les hackers vont envoyer un mail avec un code pour leur Oui. expliquer voilà, on va vous décoder, par exemple, en rentrant ce code, 1 mégaoctet d'informations. Et donc, ce qu'on veut maintenant, c'est que vous nous payiez une rançon. Et donc, si vous ne payez pas les rançons, eh ben, le risque, c'est de publier notamment les informations en clair sur le web. Et c'est ce Alors, qui s'est passé. dites-moi si j'ai bien compris, mais dans le cas précis, il semblerait qu'il y ait eu des tractations, que la compagnie n'ait pas donné suite, en tout cas aux exigences des hackers, et donc ils commencent à publier une partie des données qu'ils ont dérobées. Tout à fait. Donc, comment dire, la- les bonnes pratiques veulent qu'on ne paye jamais une rançon. Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire Oui. quand comment dire, on a fait des sauvegardes, quand on est propre, ainsi de suite. Parce que le fait de payer ne veut pas dire que comment, déjà, on va récupérer nos données, puisqu'on ne sait pas à qui on a affaire. Autre chose, c'est que dès qu'on a payé, on sait qu'on est faible sur un canal, puisqu'ils sont rentrés quelque Eh part. oui. Rien ne nous dit que d'ici 15 jours, une semaine, ils ne vont pas revenir, eux ou d'autres. Et Mhm. donc, repatatras, encore repayer, ainsi de suite. Donc, la règle est de ne jamais payer. Alors, bien sûr, la contrepartie, c'est d'assumer effectivement le fait qu'ils peuvent publier tout ou partie des documents qui peuvent être des documents confidentiels, nom de client, informations confidentielles, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Ah, alors, cette règle de ne jamais payer, elle est toujours respectée, on va dire, c'est une sorte d'axiome international? Oui, c'est une règle de base qu'on trouve dans tout le pays, parce que en fait, le fait de payer stimule, c'est comme si on paye des terroristes, en fait, voilà, tout simplement, quoi. Donc, on dit non. Alors, il y a toujours des cas particuliers, bien évidemment, mais la règle est souvent respectée, hein, dans le milieu de l'entreprise, en tout cas, le fait de faire des sauvegardes fait que, ben, ok, vous m'avez hacké des données, elles sont cryptées, ça fait pas mal, j'ai une sauvegarde, je peux redémarrer, quoi, en Alors, quelques heures. alors, là, on le voit, c'est dans des cas, on va dire, de
on va dire, c'est dans des cas de sociétés commerciales, d'assurance ou diverses sociétés. Je voudrais vous demander si on peut transposer cela dans le domaine, par exemple, de la sécurité, qui est un domaine primordial pour l'État d'Israël. Est-ce que l'on peut envisager, et est-ce que ça s'est déjà produit, des tentatives donc, de redemande de rançon ou de marchandage après que des hackers aient hacké on va dire, certains systèmes extrêmement secrets? Alors, il faut voir que si je fais un parallèle avec le dôme de fer que tout le monde connaît, Israël a mis en place un dôme digital, en fait. Oui. Donc, pour toutes les institutions, en fait, publiques, secrètes notamment, voilà, et donc de la même manière que ces entreprises sont protégées et comment toutes les entreprises dites industrielles pour l'eau, l'électricité et autres sont régulées et l'État demande à ce que ces entreprises soient protégées à un certain niveau et testées. C'est-à-dire que régulièrement, plusieurs fois par an, en fait, ces entreprises sont obligées de payer des groupes de hackers, je dirais, Bienveillant. blancs, bienveillants, qui vont, essayer de pénétrer l'entreprise. Et donc, de trouver des failles que d'autres auraient trouvées pour essayer justement d'élever le niveau de sécurité. Et quand ils n'ont pas forcément les moyens, de se payer une grande entreprise, alors je parle pour des plus petites entreprises, ils font appel à la communauté. Donc, il y a un système de pen testing, de test d'intrusion, qui est international, le bug bounty. En fait, on définit un cadre. Voilà, moi, je veux tester, admettons, mon site web. D'accord. Et je vais définir une communauté qui va tester. Et celui qui trouve un bug, eh ben, je vais le rémunérer. C'est-à-dire que moi, propriétaire de mon infrastructure, je veux tester une certaine partie, je le donne à la communauté, testez-moi, allez-y, faites tout ce que vous voulez dans ce cadre-là. Et si vous trouvez quelque chose, eh ben, je vous paye. Alors, lorsque l'on dit que l'État d'Israël est une puissance mondiale en matière de cybertechnologie, est-ce que cela veut dire que l'État d'Israël est véritablement leader dans la protection justement de ces sites ou de ces informations codées, secrètes ou officielles, gouvernementales, ou alors même dans le privé, c'est-à-dire dans tout un chacun peut bénéficier de cette technologie de l'État d'Israël aujourd'hui? Oui, alors, dire qu'Israël est premier dans la protection interne, on n'en sait rien. Ah. Après, derrière, on peut mesurer uniquement de ce qui est remonté. Là, il y a une société qui s'est fait hacker. Bon, dont acte, il n'y a rien d'extraordinaire Oui. par rapport à, je dirais, aux milliers de sociétés. Si je prends juste une comparaison avec la France, qui est là sous attaque, c'est-à-dire que là, c'est pas une, mais c'est des centaines d'attaques d'institutions, d'hôpitaux, de villes, d'organisations qui sont sous attaque. Donc on voit bien que le ratio, alors ok, le pays n'est pas la même superficie, mais on voit bien qu'il y a énormément d'attaques qui se diffusent sur d'autres pays. Donc on va dire qu'Israël est plutôt bien protégé de ce niveau-là. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, Israël est connu. Alors, pour vous donner 3 chiffres pour être très clair, Israël, en termes de population, c'est 0,1% de la population mondiale. 0,1% de la population mondiale. On est 9 millions. Israël, c'est le deuxième centre de recherche et développement en matière de cybersécurité. Et Israël, c'est plus de 20% de vente mondiale de logiciels de cybersécurité dans le monde. C'est-à-dire qu'une entreprise dans le monde qui veut faire de la cybersécurité de façon de haut niveau est obligée de regarder les produits israéliens. Donc effectivement, on est, même si on n'est pas tout à fait leader, on est extrêmement performant et expert dans la matière. Complètement. On est parmi le top 3, effectivement, mondial, quoi. Et donc, ça dissuade, ça veut dire, essayez de me dire, par exemple, sur les 2-3 dernières années, est-ce qu'il y a eu des attaques qui ont mis en danger, on va dire, certains aspects de la sécurité de l'État d'Israël? Ça, je peux pas vous répondre. Bien évidemment, c'est quelque chose qui vit, d'accord. Il y a jamais de 100%. Le fait d'avoir des produits ne veut pas dire qu'on les utilise, d'accord. Après, derrière, il y a le fait d'identifier des solutions qui sont innovantes et qui sont commercialisées. Et puis après, il y a des entreprises à côté de ça
ou des institutions qui doivent mettre en place ces produits, et ça dépend que de eux de bien les mettre en œuvre, de les suivre et de vérifier. Pour ça, si vous voulez, il y a des solutions qui permettent de regarder depuis l'extérieur. En fait, on va regarder l'empreinte numérique d'une institution ou d'une entreprise en collectant les informations que vous avez laissées quand vous avez été surfé, d'accord ? Et donc d'être capable d'identifier effectivement si vous avez, il y a des fuites d'informations, et d'être capable de rentrer dans l'entreprise. De là à dire effectivement que voilà, on est bien ou moins bien protégé, on a les outils. Après, le résultat factuellement fait que on a quand même peu d'attaques comparativement à d'autres pays. Au niveau industriel, au niveau étatique, c'est sûr que, comment dire, voilà, on est plutôt très bien protégé. Au niveau privé, bah, ça dépend voilà, des entreprises, du budget de cybersécurité qu'ils y mettent et de l'importance. Eh bien, Stéphane Ayache, merci beaucoup. C'était très intéressant de dialoguer avec vous ce matin autour de cette tentative, dans cette attaque de cyberattaque contre une société KLS israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Très bonne journée. Roland Stoff.